Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, nous allons nous enfoncer dans les ténèbres du film noir, si profondes qu'elles se confondent parfois dans les ténèbres du fantastique. Le film sur lequel nous allons nous pencher pousse ce traitement atmosphérique jusqu'à la frontière entre le rêve et la réalité, entre le monde des vivants et celui des morts, jusqu'à la confluence des genres cinématographiques. Ce film noir, c'est En quatrième vitesse, réalisé par Robert Aldrich et sorti en salle en 1955. My name is Mike Hammer, if it matters. What do you want? He was out to get men who tortured women and killed with the ferocity of wild beasts. This was their jungle. Drop the knife! Kiss Me Deadly stars Ralph Meeker, winner of the New York Critics Award. Through his great talent, the vivid character of Mike Hammer comes to life as never before. They came last night, right after you left. I heard them. I hid in the basement. Only a woman could help him solve the murderous riddle of Kiss Me Deadly. L'étrangeté est d'abord sonore. Les halètements d'une jeune femme viennent hanter la bande-son du générique d'ouverture, parasitent l'image de cette interminable bande de bitume, ce long message obscur qui se prolonge jusqu'à l'écœurement, l'essoufflement, la suffocation. Le bitume ne constitue pas une route visible, balisée et fiable. Il se déroule à l'image comme une longue piste vers l'incidence, une peau de reptile nocturne, le derme de la nuit, dont on cherche la tête pour la questionner sur ce qui nous attend, comme lorsqu'on s'enfonce dans le territoire ténébreux de David Lynch. La femme paniquée apparaît sur cette route déserte, enveloppe de frissons, émanation de son propre souffle détraqué, et celui qui la prend en stop n'est autre que Mike Hammer, détective né de l'imagination embrumée de Mikey Spillane, et figure emblématique du roman noir. L'enquêteur n'est missionné par personne, et rien ne le préparait à rencontrer cet inconnu surgi de nulle part, en pleine nuit qui plus est. Dans cette situation étrange, le détective et sa passagère partagent le même cadre, dont une majeure partie est occupée par le ciel, du fait que Hammer conduit un cabriolet. La photographie et la sensitométrie de la pellicule ne laissent apparaître aucune étoile dans le ciel, donnant l'impression d'une vaste étendue uniformément noire, et si les voyageurs ne faisaient pas un arrêt dans une station-service, la route ne serait qu'un infini ruban d'asphalte, traversant un grand nulle part pour mener vers l'incertain. Cette nuit n'est pas un repère temporel fiable. Elle se détache de la continuité des jours, se place en marge, en annexe, en antichambre, comme un morceau de ténèbres aux contours saillants. You almost wrecked my car. Well? Get in. Cette rencontre nocturne se termine par un accident de voiture, volontairement provoqué par les hommes que fuyait justement la belle inconnue. Après être resté quelques jours inconscient, Mike Hammer se réveille dans son lit d'hôpital, hanté par les deux derniers mots prononcés par sa passagère. « Remember me », « Souvenez-vous de moi », comme si, au sortir d'un rêve, il cherchait à garder l'image de cette apparition invraisemblable, de cette femme entrée dans son esprit pour lui révéler un secret. Vite rétabli, le détective regagne Los Angeles, son environnement naturel, et reprend ses activités d'enquêteur pour effectuer un retour vers sa réalité quotidienne, après la séquence nocturne sur cette route déserte, qui se détache ainsi du reste du récit, comme une sorte de parenthèse onirique. Cette impression de remonter à la surface d'un réel supposé, après un rêve cryptique, n'est pas le seul effet d'étrangeté dans En quatrième vitesse, puisqu'il s'y superpose la troublante hypothèse que le voyage dans la nuit qui a tourné au cauchemar a pu être pour Mike Hammer l'occasion d'une incursion dans le royaume des morts. C'est du moins ce que laissent à penser les dialogues soulignant l'improbable survie du détective, qui affiche plus que jamais son physique de playboy arrogant, là où des personnages raisonnablement vulnérables ne pourraient cacher leurs cicatrices et leurs traumas, dont les plus profonds les laisseraient physiquement et psychiquement défigurés, à l'instar du protagoniste de Ouvre les yeux, le drame fantastique d'Alejandro Amenábar. Nick, le garagiste et informateur de Hammer, le compare au détour d'une phrase à Lazare, le personnage biblique miraculeusement ressuscité par Jésus. Et plus tard, un des malfrats responsables de son accident lui demandera s'il est bel et bien de retour dans le monde des vivants.
Hammer est en quelque sorte sauvé par sa nature de héros de polar hard-boiled, archétype coriace et viril qui sert davantage l'efficacité et l'atmosphère du récit que ses velléités de réalisme. Une condition de personnage fictif, fait de papier bon marché de romans populaires, qui ne le prive pas pour autant de la capacité de rêver, de se figurer les différentes routes et sorties de route de son existence, de questionner inconsciemment différentes versions de lui-même, fragile, accidentée, égarée dans la nuit, morte, vivante, incertaine. So you're a fugitive from the Laughing House. He forced me to go there. Took away my clothes to make me stay. Who? I wish I could tell you that. I have to tell someone. When people are in trouble, they need to talk. Nous avons probablement tous fait l'expérience de nous croire sortis d'un rêve, de croire regagner un état de conscience éveillé, avant de réaliser que ce palier était également un rêve imbriqué dans le précédent. En quatrième vitesse évoque cette sensation déroutante en faisant déboucher l'enquête de Mike Hammer sur une dimension genrifique. Le détective découvre dans un casier de vestiaire une boîte cubique en métal, brûlante au point de laisser une marque sur l'avant-bras de celui qui nous apparaissait jusqu'alors, sinon invulnérable, du moins dur à cuire. Ce dernier entrouvre à peine l'objet pour voir ce qu'il contient, qu'un intense rayon lumineux s'en échappe, émanant une chaleur telle que l'enquêteur est obligé de le refermer aussitôt. Un inspecteur de police, ami de Mike Hammer, l'avertira plus tard que le gouvernement est à la recherche de cette mystérieuse boîte, et pour en souligner l'importance et la dangerosité, il se contentera de prononcer 5 mots. Manhattan Project, Los Alamos, Trinity. Soudain envahi par une peur rétroactive, Hammer affiche une mine effarée quand il saisit que ces mots sont 3 indices révélant la nature atomique du contenu du cube métallique. Une révélation laconique qui suscite l'effroi dans le public américain des années 50, chez qui se développe une peur collective du péril atomique. Si cette peur a contaminé la société américaine dans l'après-guerre, c'est justement parce que le commun des mortels a des connaissances limitées en physique atomique. Aussi, Robert Aldrich a la malicieuse idée d'évoquer le sujet en quelques mots à peine, comme si un discours plus fourni ne pouvait être entendu et compris que par les initiés et les puissants. What is it? What kind of trouble are you in this time? Yes, you are. I can see it. I'm glad. I'm always glad when you're in trouble because then you always come to me. Sur le papier, nous serions tentés de catégoriser ce virage genrifique stupéfiant dans la science-fiction, puisque l'objet qui le concrétise a une origine scientifique et devrait cristalliser les peurs rationnelles liées aux dérives de la science. Cependant, sa justification scientifique des plus succinctes présente donc une part de mystère quant à la nature exacte de l'objet, et par conséquent sur l'enjeu du récit, laissant ainsi s'installer une interprétation fantastique qui vient occuper le terrain du mystérieux, du mystique et du terrifiant. Une interprétation exacerbée par la première partie du récit sur cette route obscure et la troublante impression onirique qu'elle fait découler sur la deuxième partie, participant déjà d'un ressenti fantastique. Après avoir récupéré le cube, le docteur Soberin, l'antagoniste principal, le compare à la boîte de Pandore, qui, selon la légende grecque, est supposée contenir tous les maux de l'humanité. Afin de dissuader Gabriel, sa complice, d'ouvrir la boîte, le docteur poursuit dans les références mythologiques en se comparant lui-même à Cerbère, gardien des enfers veillant sur cet objet qu'Eldritch filme comme un artefact venu du fond des âges, brûlant d'un feu infernal. Gabriel n'écoutera pas son associé. Elle ouvrira finalement le cube et sera brûlée vive par l'onde maléfique qu'elle libère, dont le bruit évoque dans un premier temps un soupir démoniaque, avant d'évoluer vers le souffle d'une tempête dévastatrice auquel se superposent les sonorités expérimentales accompagnant les soucoupes volantes dans les séries B de l'époque. À la vue de cette femme fatale, payant de sa vie sa cupidité et son manque de sagesse, on croirait voir les nazis, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, châtiés par un torrent de flammes pour leur acte sacrilège envers le coffre divin. Well, I just want to know what it is. Would you believe me if I told you? Would you be satisfied? Maybe. The head of the Medusa. That's what's in the box. And whoever looks on her will be changed not into stone, but into brimstone and ashes. But of course you wouldn't believe me. You'd have to see for yourself, wouldn't you? Avec En quatrième vitesse, Robert Aldrich ne cherche pas à mettre les genres cinématographiques en concurrence, à établir une échelle de valeurs, des codes et des motifs propres à chaque genre. Il réussit au contraire à les faire s'enrichir mutuellement par le sang neuf que chacun injecte dans la mécanique usitée de l'autre. L'exercice du film noir, dévoilant un argument science-fictionnel tout en se parant d'une nimbe fantastique, pourrait tourner au jeu du cadavre exquis et manquer de cohérence dans l'ensemble,
Cependant, le cinéaste réussit à combiner les potentiels pour élargir les champs des possibles du récit. Là où le spectateur attend les menaces habituelles et le rapport au réel souvent trivial et pragmatique du polar hard-boiled, il tombera dans un rêve nébuleux tournant au cauchemar éveillé avec un final aux accents surnaturels et aux visions infernales. Le choc d'un récit au virage aussi brusque que les sinuosités d'un rêve agité, au détour desquels tous les dangers et les émerveillements sont possibles, bien qu'imprévisibles. Kiss me, Mike. I want you to kiss me. Kiss me. The liar's kiss that says I love you, but means something else. You're good at giving such kisses. Kiss me. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!